Je suis la présidente des Amici d'Italia, l'association italienne aboutie mais ouverte à tous. Et cette fois, c'est la deuxième conférence qu'on fait. C'est une conférence sur Caravaggio, un peintre qui a fait beaucoup parler de lui. Et le but de ces réunions, de ces conférences, c'est de remplacer un peu tout ce qu'on ne peut pas vivre en direct. Parce que nous, notre but en tant qu'association, c'est de faire vivre la culture italienne et donc de faire des concerts, des soirées cinéma, des conférences, des visites sur les expos qu'il peut y avoir en région, etc. On ne peut plus le faire, donc on a décidé de venir chez vous. Et donc, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous, d'avoir accueilli chez vous la culture italienne. Et c'est sur ce que je donne la parole à Cesare, qui s'est bien déshydraté, pour se présenter rapidement et puis nous parler de ce cher peintre italien. Cesare, je donne la parole et je ferme mon micro. Ok, perfetto. Allora, buongiorno a tutti, bonjour à tout le monde. Alors, je ne suis pas un conférencier et je ne suis pas non plus un expert d'art. Donc, pourquoi je suis là? Parce que j'ai travaillé sur le Caravage en tant que comédien et auteur. J'ai créé un spectacle il y a quelques années et donc Laura, à la suite de ça, m'a dit: «Ça serait intéressant que tu viennes parler de ton expérience sur ce personnage particulier, de ton point de vue de comédien». Donc nous allons voir bien entendu des images parce que c'est ça qui est important, mais je vous raconterai aussi des choses un peu plus, intimes, un peu plus personnelles sur ce personnage. Je veux. Donc je vais partager l'écran dans PowerPoint que j'ai préparé pour vous. Alors, voyez la première image? Vous la voyez? Voilà, quelqu'un en face? Si, Non? si, Vous si, voyez? si, OK. si, si. Alors, c'est le portrait peut-être le plus connu de Caravage, mais pas peint par Caravage. C'est un peintre qui s'appelle Ottavio Leoni et c'est un tableau de 1621, 1621. Donc Caravage est déjà mort depuis 10 ans, mais Ottavio Leoni l'avait connu. Donc c'est un des portraits les plus vrais, le plus ressemblables. Alors, Michelangelo Merisi, c'est ça le vrai nom de Caravaggio. Michelangelo, comme l'autre Michel-Ange très connu, Merisi, c'est le nom de famille. Mais on l'appelle Caravaggio. À l'époque, il y avait pas mal de gens qu'on appelait par le nom du lieu ou par des caractéristiques physiques, hein, le bossu, le gros, le fin, ou le fils du meunier, hein. Et donc, lui, on l'appelle Caravaggio parce qu'il vient de Caravaggio. Il faut dire qu'en réalité, on a découvert il y a quelques années qu'il n'est pas né à Caravaggio. Caravaggio, c'est une petite ville près de Bergame, dans la Lombardie, donc dans le nord de l'Italie, mais il est né à Milan. Mais très jeune, vers 6 ans, 7 ans, il est revenu dans le village de ses parents pour fuir pour fuir la peste qui avait envahi Milan. Donc à l'époque, il suffisait de faire quelques kilomètres pour être à l'abri des, des catastrophes comme ça. Mais bon. Et donc, il a grandi à Caravaggio. Et donc, il a pris ce nom parce que quand il est arrivé à Rome plus tard, il y avait déjà un autre Michel-Ange, hein, Michelangelo. Donc, on ne pouvait pas l'appeler Michelangelo ou alors Michelangelo Merisi da Caravaggio. C'était très, très long. Et donc, son, son lieu de naissance est devenu son nom, Caravaggio. Euh, je ne vais pas rester longtemps sur sa vie personnelle, mais c'est vrai qu'il perd son père assez jeune. Assez jeune, il va travailler dans des ateliers de peintres à Milan, parce que ce père était quand même un architecte qui travaillait dans la grande usine de la fabrique du Duomo, la cathédrale de Milan. Donc tous les artisans de la région travaillaient là-bas. Et donc lui, Caravaggio, Michelangelo, l'aîné des enfants, est envoyé apprendre le métier d'apprenti. Donc, il a commencé en apprenant comment fait les couleurs, en mélangeant les huiles, les produits naturels, etc., etc. Et c'est là que sa passion pour la peinture, en quelque sorte, est née. Mais avant de parler de sa peinture, il faut dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et pour comprendre aussi le côté révolutionnaire de Caravage.
À cette époque-là, donc on est dans le XVIe siècle, il est né en 1571, 1571, et il est mort, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, en 1610, à 39 ans, donc très jeune. Il a déjà fait des merveilles en quelques années. À l'époque, la peinture était quand même centrée sur des styles très précis. Le style de Léonard de Vinci, le style de Michel-Ange, l'autre, celui de la chapelle Sixtine, et le style de Raphaël. Et donc, on disait que les peintres de l'époque peignaient à la manière d'eux. C'est pour ça qu'on parle de maniérisme. Maniérisme, vous avez dû entendre ce terme. C'est parce que, quelque part, on imaginait que la peinture avait déjà atteint son maximum, et donc on peignait en suivant des styles. Et là, je vous ai préparé très rapidement 3 styles différents pour voir après comment le style de Caravage est révolutionnaire et complètement différent de tout ce qu'il y a eu jusque-là. Voilà, j'ai choisi un tableau de Léonard de Vinci, que tout le monde connaît comme personnage, et c'est un Saint Jean-Baptiste. Alors là, on reconnaît, on dirait presque le frère de la Mona Lisa, hein, de la Joconde. On reconnaît le sfumato, on reconnaît la lumière. Et Leonardo da Vinci, c'est le premier qui utilise le clair-obscur, qui deviendra après le marque de fabrique de Caravage. Vous voyez, le fond est presque noir, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et la lumière qui tombe, qui frappe la chair, devient très importante. Donc, ces taches de couleur, le clair-obscur, chiaro-oscuro, permettent vraiment de donner de la valeur et du poids au sujet qu'on voit. Donc lui, c'était un des maîtres de l'époque. Il est né un siècle avant, donc il est déjà mort, mais c'est le maître, un des maîtres. Autre tableau, ça vous connaissez, c'est la chapelle Sixtine. Donc, waouh, ce festival de couleurs, ce bleu typique de Michel-Ange, ces cieux, hein, ces ciels incroyables, ces corps qui sont très beaux, mais qui n'ont pas, même si on s'approche, la sensualité que Caravage donnera à ces modèles, à ces corps, à ces tableaux. Donc, Michelangelo Buonarroti, c'est l'autre grand maître que tout le monde suit. Et voilà le troisième, c'est Raphaël. Là, on a le chemin de croix. Des très beaux couleurs, des très belles couleurs, pardon, des images avec des drapés comme ça. Mais regardons ce tableau et nous pouvons constater que la lumière, par exemple, c'est pour ça que déjà ce que fait Léonard est extraordinaire. La lumière dans Raphaël, mais comme après dans Titien, dans le Tintoret, ça n'a pas de rôle précis. Là, toute la scène est éclairée de la même manière. Donc on voit tout, chose que Caravage ne fera pas. Lui, il va utiliser la lumière comme un personnage, presque comme au théâtre, comme au cinéma, un projecteur qui éclaire qu'une partie de la scène. Et cette partie qui est éclairée, elle devient tout de suite très importante par rapport à tout le reste qui reste noir. Ça va? Ok. Donc, Caravage, revenons à la vie. Donc, on va faire des allers-retours entre les tableaux et un peu son histoire. Assez jeune, vers 10 ans, 12 ans, il va à Milan en tant qu'apprenti. Il commence à travailler, il commence à apprendre la technique et il commence à s'approcher de l'école lombarde. Parce qu'à l'époque, maintenant c'est pas comme ça, mais vous savez que le royaume italien est né seulement en 1861. Donc à l'époque, il y avait énormément de différences entre Venise, Naples, Rome. Ça persiste toujours. Mais à l'époque, c'était vraiment des pays presque différents. Donc, il y avait le duché de Milan, il y avait l'État du pape, il y avait le royaume de Naples, et chaque lieu avait presque sa langue et sa culture. Donc, il y avait une tradition lombarde qui était très différente de ce qui se passait à Venise, par exemple. Et je vais vous montrer 2 tableaux que Caravage aurait vus à Brescia. Brescia, c'est une autre ville pas loin de Bergame, toujours dans la Lombardie, où travaillait un peintre très connu qui s'appelle Gerolamo Savoldo. Et vous allez voir que ça change complètement par rapport à ce qu'on a vu de Raphaël ou de Michel-Ange Buonarroti. Voilà, ça c'est Maria Maddalena. Marie Magdalene.
on ne voit presque pas le visage et tout est concentré sur ce jeu de lumière du tissu. Donc, et le fond devient presque noir, pas très important, le côté droit. Mais encore plus important, toujours chez ce peintre, donc Gerolamo Savoldo, c'est ce tableau. Ce tableau, c'est San Matthieu et l'ange. Hein, c'est un tableau classique, quasiment tous les peintres de l'époque l'ont peint. Donc on voit l'ange, mais ce qui est intéressant, c'est que le fond est noir. Le noir est très important. Et si vous pensez à tous les portraits des stars de cinéma, etc., le noir, le fond, permet de faire ressortir le visage. Pensez à Greta Garbo, à Marlène Dietrich. Il y a quelque chose vraiment de cinématographique dans cette manière d'utiliser la lumière. Et toute la lumière est concentrée sur la tunique du saint, qui devient presque, waouh, la chose la plus importante. Donc, on est sûr que Caravage et les autres apprentis de l'atelier dans lequel il travaillait ont pu voir cette technique, ont pu voir ces tableaux. Parce qu'après, vers les 19-20 ans, Caravage quitte Milan et se transfère à Rome. On est aux alentours du 1592, 1592. Caravaggio a quasi 20 anni. Il a presque 20 ans. Voilà, il y a l'italien qui revient de temps en temps. A quasi 20 anni. Et il a vraiment envie de devenir quelqu'un. Et il va à Rome, parce qu'il faut être à Rome. À Rome, il y a le pape et tous les cardinaux, tous les évêques. Et à ce moment-là de l'histoire, c'est la contre-réforme. C'est-à-dire que toute l'Église s'est mise en route pour contrecarrer la réforme. La réforme, c'était il faut que tout soit simple, sobre, pas de choses qui peuvent distraire. Et bien là, c'est le contraire. L'Église veut éblouir. Et c'est ce qu'on appellera le baroque. Hein. Cet art très riche, presque redondant. C'est le moment où il y a des églises qui poussent comme des champignons à Rome. Il y en a partout, partout, partout. Donc tous les artistes de tous les coins d'Italie doivent aller à Rome pour avoir la chance de trouver un mécène, de trouver un cardinal qui les protège et pouvoir travailler dans une église et faire des tableaux. Les tableaux, à l'époque, c'était surtout pour les églises. On n'avait pas encore commencé à collectionner les tableaux. Ça commence juste à ce moment-là, mais c'est toujours des cardinaux, des évêques, des gens du clergé, donc très très puissants et très cultivés, qui commencent à dire ce tableau est très bien, au lieu de le mettre à l'église, je le garde chez moi. Et ils commencent à créer des salons, des boudoirs, des galeries chez eux. Donc, Caravage arrive à Rome et il a la chance de travailler dans des ateliers plus ou moins importants. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il commence à peindre des sujets un peu étranges qui attirent l'attention. Donc, on va voir ça. Les natures mortes, hein, la natura morta. Ce n'est pas Caravage qui invente ce genre, ça existe depuis toujours. Mais qu'est-ce qu'il fait Caravage? Il fait ce que après, ça deviendra vraiment sa caractéristique. Il est d'un naturalisme et d'un réalisme incroyable. On dirait un tableau. D'habitude, jusqu'à lui, les autres peintres choisissaient des jolis fruits, des belles feuilles. Et là, non, il montre des feuilles abîmées. Là, si on pouvait s'approcher davantage, mais on verra après des détails, on voit que les fruits sont en train de pourrir. Donc déjà, la nature morte, c'est quand même une métaphore, c'est une allégorie. Tout ce que nous voyons là, c'est très beau, des raisins, etc., mais c'est mort. Et ça nous rappelle qu'on est tous mortels. Eh bien, lui, il montre quelque chose de très, très fort. Et en plus, si vous avez la chance de voir de vrai ce tableau, ou alors je vous invite à le découvrir sur Internet, vous allez voir que la corbeille, elle sort presque de la table. Donc, il y a quelque chose de profond, il y a un jeu sur la dimension, sur le côté tridimensionnel que Caravage fait pour la première fois dans l'histoire. Et regardons ce détail. Voilà, là, on voit vraiment, à part, on voit les gouttes, on voit la transparence des grains de raisin, mais on voit la pomme qui est pourrie, il y a un trou. Donc, les gens qui voyaient ces tableaux pour la première fois, ils disaient, mais waouh, imaginez, il n'y a pas la photo, il y a pas le cinéma, il y a tout ça. Donc, on voit des tableaux où on voit la vérité, la réalité. C'est très, très, très fort pour le public de l'époque. Et
aussi pour les cardinaux, les évêques, qui sont des connaisseurs d'art, parce qu'ils commencent à remplir les églises et commencent à comprendre que ce jeune Milanais, parce que bon, on l'appelle le Milanais aussi, a du talent et qu'il est différent de tous les autres. Il devient assez connu grâce aussi à ses garçons. Voilà, ragazzo con la canestra di frutta, garçon à la corbeille de fruits. Et à nouveau, on a les fruits, mais on a aussi ce garçon avec une attitude assez sensuelle. On ne sait rien de la vie sexuelle de Caravage, bien qu'on ait pu dire qu'il était homosexuel ou bisexuel, on ne sait pas, mais c'est vrai que ces garçons sont très, très sensuels, toujours. L'homosexualité était assez fréquente dans le milieu artistique à l'époque, et aussi dans le clergé. Donc souvent les cardinaux, les évêques, voilà, et ils aimaient bien s'entourer de jeunes garçons. Donc est-ce qu'il le fait pour avoir plus de public ou il le fait parce qu'il aime ces gens? On ne sait pas. Mais c'est vrai que tout ça, ça a permis de nourrir son personnage un peu maudit, un peu à la Pasolini, un peu, voilà, un peu garçon maudit. Mais regardons là aussi la sensualité de l'épaule qui est presque tournée vers nous, ce visage qui se donne à nous, les lèvres légèrement entrouvertes. On dit souvent que Caravage se mettait dans ses portraits, donc c'est souvent des autoportraits, ou alors ce sont les portraits de son compagnon de l'époque, qui s'appelle Mario Minniti, qui est un peintre sicilien et qui est un des premiers caravagistes, caravagesques, parce qu'il prend la technique de Caravage et il la développe, et la portera en Sicile aussi. Et autre chose très importante, c'est le fond. Vous voyez le fond, il y a rien. C'est pas pour Caravage, c'est pas important que derrière il y ait des choses, il y a rien. Il y a ce faisceau de lumière qu'on dirait qui sort presque derrière le sujet avec ses deux côtés sombres et tout ça permet vraiment de bouleverser la peinture de l'époque. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On lui commissionne aussi, on lui commande d'autres tableaux, des tableaux comme ça, des tableaux de genre, c'est-à-dire des situations avec des musiciens, avec des chanteurs. Ça aussi, c'est très, très connu. C'est le joueur de luth. Le luth, c'est cette sorte de mandoline. Là aussi, un jeune homme un peu efféminé, très sensuel, qui touche d'une manière sensuelle les cordes, etc. Ces tableaux sont repérés, sont vus par un cardinal très important, le cardinal Francesco Maria del Monte. Je vais en parler souvent parce que c'est un personnage très important pour Caravage, mais très important pour l'époque. C'était l'ambassadeur toscan de Toscane à Rome. C'est un cardinal et il vit à Palazzo Madama, le palais qui est le siège du Sénat aujourd'hui. Un palais magnifique et qui est juste en face de l'église Saint-Louis des Français. La France a toujours eu un lien très très fort avec l'église. On dit que c'est la fille aînée de l'église. Après l'Italie, c'est tout de suite la France qui a un rôle important pour l'église. Eh bien, l'église Saint-Louis des Français est juste en face du Palazzo Madama. Il y a juste une rue de distance. Donc, c'est vraiment à côté. Et Caravage, avec ses tableaux aussi particuliers, aussi originaux, intrigue ce cardinal qui décide de le prendre chez lui. Donc, il lui prête une partie de son palais et il le transforme en atelier. Parce qu'il comprend qu'il y a vraiment du talent dans ce jeune homme. Et là, Caravage fait des chefs-d'œuvre parce qu'il peut vraiment utiliser la lumière. Il a un grand atelier et il comprend que si on boucle, si on ferme une fenêtre et qu'on fait tomber la lumière que d'un côté, on a une lame de lumière très intéressante, un rayon, des faisceaux. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un côté photographique et cinématographique dans la peinture de Caravage. Parce que la lumière est un personnage. Vous le savez très bien, vous aussi, maintenant qu'on doit faire zoom partout, si vous avez une lumière pas très belle, vous n'êtes pas très beau. Si vous avez une lumière à gauche ou à droite, ça change. Donc lui, il commence à utiliser tout ça et les résultats sont passionnants. Donc chez le cardinal, il continue de créer des personnages comme ça,
Voilà, Bacchus, un jeune Bacchus malade. Donc, est-ce que c'est lui? Parce que c'est quelqu'un qui souffre souvent de maladies. Bon, la malaria était très, très fréquente. Il y avait des marais partout. Et comme il a voyagé de Milan à Rome, sûrement il a traversé les marais qu'il y a en Toscane. Donc, est-ce que c'est lui qui est malade? Mais il a quand même un teint un peu verdâtre. Mais voilà encore la position très sensuelle de ce personnage. On voit l'épaule nue, ce petit sourire, etc. Il en fera plein de personnages comme ça. Voilà, un jeune homme encore avec le visage presque fardé, maquillé, avec cette coupe offerte à nous, aux spectateurs. Donc toute cette sensualité et le fait d'utiliser souvent des garçons a nourri cette image de Caravage peut-être homosexuel, peut-être entouré de jeunes garçons, etc. Mais ce qui est très important dans la relation entre le cardinal Francesco Maria del Monte e Caravaggio è che il cardinale riesce a procurargli un lavoro importantissimo. Il arrive à lui faire attribuer une commande très très importante pour l'église de Saint-Louis des Français, juste en face. Il cherche un peintre pour faire trois tableaux sur Saint-Michel, euh, pardon, San Matthieu, excusez-moi, j'ai eu un San Matthieu. Et questi qua, c'est pas celui-là, hein. Voilà. Les trois tableaux très très connus sur San Matthieu sont la conversion, la vocation de Saint Matthieu, pardon, le martyre de Saint Matthieu et Saint Matthieu et l'ange. Voilà, ce premier tableau eut un succès incroyable. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à Saint-Louis des Français. Il est toujours là. En plus, il est très bien éclairé maintenant. Voilà, regardons rapidement cette scène. Elle est très, très importante. À droite, vous avez Jésus et Saint-Pierre. Jésus et Saint-Pietro. Et à table, il y a le vieux monsieur qui rappelle un peu Henri IV, hein, français, avec la barbe comme ça, qui est Matthieu. Et les autres. Alors, Matthieu était un exacteur, il récoltait les impôts. Et Jésus le choisit pour être un de ses apôtres. Et là, on voit le moment précis où Jésus entre dans cette taverne, dans cette sorte de petit café, bistrot, et il dit, c'est toi, je veux toi, je te veux. Et regardons ces images, ces mains qui sont très importantes, le Dieu, le doigt de Dieu, la main de Jésus, Jésus est Dieu, donc la main de Dieu et ce doigt qui indique. Et un petit peu en dessous, il y a la main de Saint-Pierre, lui aussi avec un index qui dit oui, c'est lui, c'est lui. Et en face, il y a Matthieu qui dit moi. Donc voilà, trois fois ce doigt qui se balade. Je t'indique, je m'indique, je l'indique. Et qu'est-ce qui se passe? Révolutionnaire aussi, l'usage de la lumière. En face, on a une fenêtre, mais elle est fermée. Elle est tapate, hein, bouchée. La lumière arrive de quelque part ailleurs. On ne sait pas. C'est peut-être Dieu, c'est peut-être la lumière de Jésus. Hein. D'ailleurs, Jésus, il est presque dans l'ombre. Il surgit à peine du noir. La lumière, c'est au-dessus de sa tête. Et la lumière va tomber sur Saint Matthieu. Donc, est-ce que c'est la lumière de Dieu qui va illuminer, éclairer, toucher Saint Matthieu? Et chose aussi très importante pour Caravage, c'est qu'il y a cette immédiateté, on dit ça, hein. Ces tableaux, on dirait vraiment des clichés. Paf, on ne sait pas un moment où on est préparé. Non, il arrive à saisir un moment précis de la vie. Alors, il faut dire que Caravage, comme disait lui-même, il n'a pas laissé beaucoup d'écrits, mais comme il a été souvent arrêté, on va en parler, il y a des procès-verbaux et dans un de ces procès-verbaux, il dit « Moi, je ne sais pas représenter les choses moi, j'arrive à représenter que ce que je vois. Je ne peux pas inventer un paysage, un ciel, un arbre. Il faut que je vois et alors je le recopie. » Et donc, lui, il utilisait des modèles. Et ces modèles,
il posait des heures et des heures dans certaines positions, et après, lui, il cherchait la lumière, donc il obscurait une partie de son atelier pour avoir ce faisceau de lumière. Et ces modèles, comme il ne pouvait pas les payer, c'était souvent des voyous, des gens qui rencontraient dans le bistrot, des prostituées, hommes et femmes, des voleurs. C'est pour ça aussi qu'il y a eu tout de suite une renommée un peu sulfureuse, parce qu'il fréquentait, tout en habitant chez un cardinal, il était toujours chez les prostituées, chez les voyous, chez les voleurs, chez les assassins. Il aimait ça. Et ça, on le verra, il y a toujours chez Caravage un côté un peu autodestructeur. À tout moment, à chaque fois on dirait waouh, ça y est, là, il est tranquille, eh ben non, il va faire quelque chose pour briser cette tranquillité. Mais revenons pour terminer à ce doigt, le doigt de Jésus, et j'ai voulu faire un parallèle avec un autre doigt, un autre geste très connu, celui de la chapelle Sixtine. Ah, voilà, c'est le même doigt, c'est le même geste. Michelangelo Buonarroti, un siècle auparavant, dans le jugement universel. Ce doigt qui indique, mais d'une manière douce, élégante, avec le tableau, le premier tableau sur Saint Matthieu, Caravage est la star de Rome. On lui accorde tous ses caprices. Il est toujours dans les tavernes. À Rome, on ne peut pas être armé à l'époque. Il se balade toujours avec des dagues, des épées. On l'arrête régulièrement parce qu'il boit, parce qu'il tape les gens. Il s'énerve, donc il joue et il frappe les gens, il blesse les gens. Mais il est toujours protégé par les cardinaux, par les marquis, par la marquise Colonna qui le protège depuis son départ à Milan. Et il propose aussi le deuxième tableau, toujours pour cette église. Le voici. Là, on a le martyr de Saint Matthieu. Saint Matthieu a été tué dans une église pendant qu'il disait la messe. Donc on le voit par terre, avec le bras, mais qui est presque en train de donner la main à son assassin. Et là aussi, l'assassin presque à poil, presque nu. Donc on voit les muscles, on voit les jambes tordues, les épaules. Et même au premier plan, il y a le dos d'un homme nu. Donc cette nudité qui n'est pas vraiment nécessaire, parce qu'il aurait pu être habillé, pourquoi? Mais parce que ça donne une sensualité, une vérité, quelque chose de complètement nouveau qui fait que ces tableaux, et celui-là aussi, ont été vraiment des chocs. Les gens étaient bouleversés. Voyons le jeune homme en deuxième plan qui court avec le visage complètement décomposé par la peur, avec le bras tendu. Là aussi, il y a ce côté, euh, ben, on a l'impression d'assister à quelque chose qui est en train de se passer. Et autre chose très importante, je ne sais pas, est-ce que vous voyez la petite flèche, ma flèche? Oui? Non? Voilà, j'indique un petit point, on va voir le détail plus tard. Caravage, assez jeune, commence à se faire des autres portraits. Il se met dans ses tableaux, comme fera Hitchcock dans ses films et plein d'autres peintres aussi. Hein. Il va se mettre comme s'il était un peu le témoin de quelque chose. Oh, oh, je suis là. Donc, on dit que probablement c'était lui le jeune qu'on voyait avec la corbeille de fruits, ou c'était lui en train de jouer le luth, mais c'est sûrement lui, là, ce petit visage. Et voilà un peu plus gros le détail. Ce visage d'un homme triste qui voit un martyr, qui voit la mort. Le troisième tableau n'arrivera pas tout de suite parce qu'il a d'autres commandes et il attend d'avoir la bonne inspiration pour passer au troisième tableau qui est Saint Matthieu et l'ange. Et donc, toujours pour Rome, pour une autre église, si vous allez à Rome, quand on pourra circuler à nouveau, allez voir Santa Maria del Popolo, hein, dans la bellissima Piazza del Popolo. Il y a ce tableau magnifique, la Crucifissione di San Pietro, hein, la crucifixion de Saint-Pierre. Et là aussi, waouh, qu'est-ce qu'on voit? Imaginez les gens de l'époque. Nous, on est habitués à tout, on a la télé, mais imaginez, on rentre dans une église et qu'est-ce qu'on voit? Les fesses d'un bourreau. Au premier plan, on a le cul d'un monsieur, à droite. C'est énorme. On voit un vieux monsieur, on voit les plis du ventre. Il est vieux, Saint-Pierre, et il n'a pas l'air en extase, en disant « Youhou, je vais me faire crucifier ». Non,
il est perplexe. On voit l'effort que fait l'autre bourreau pour remonter la croix. Donc on voit tout ce qu'on n'avait jamais vu jusque-là, la réalité, le naturalisme. Donc ces hommes sont en train de faire un effort pour remonter la croix qui est lourde, plus Saint-Pierre qui est lourd lui aussi. Et en plus, regardez un peu, l'image fait aussi une croix. Hein. Vous voyez, les deux bourreaux et Saint-Pierre sont comme les bras d'une croix. Et là, même chose, le fond est foncé, noir. On s'en fout, ce n'est pas très important. Ce qui est important, ce sont les personnages principaux, ce qui se passe, et pas où se passe. Non, ce n'est pas très important. Les habits sont sûrement pas les habits de l'époque de Jésus, de Saint-Pierre. Ce sont plutôt les habits du baroque, du XVIe, XVIIe siècle. Donc tout ça fait que les tableaux de Caravage sont vraiment aimés par tout le monde, non seulement par les gens cultivés, qui voient la technique, la maestrie de ce peintre, mais aussi par les gens du peuple qui rentrent dans une église tout simplement pour voir un tableau. Alors là, j'ai un petit problème avec le PowerPoint qui s'est bloqué. Donc là, c'est un peu embêtant. Ah! Je ne sais pas ce qui s'est passé. Laura, sei là? Hein? Attendez. Hein? Mi senti, Cesare? Sì, non mi vedete più, no? Sì, sì, ti vediamo, ti ascoltiamo e tutto, solo che non ho più la mano e c'è anche gente che aspetta nella sala d'attesa che non ho disattivato. Ah, falli entrare, falli entrare tu Non lo posso fare perché non ho la mano. e prendila tu la mano. Ehm, me la devi ridare tu, come facciamo? Aspetta. Aspetta, Attends, l'animateur è désactivé, ok? Quindi dovrei averla adesso, vediamo. Dovresti averla perché adesso io non riesco più a fare il partage d'écran, donc ce l'hai tu. Ok, come mai non le vedo le persone? No, non vedo più la sala d'attesa, non lo so come mai. È strano perché è come se tu avessi ripreso tu la mano perché io non posso più partager. Non riesco neanch'io, come mai? Non riesci? No. Sì. Ok, va bene. Mi vedi, no? L'animateur a désactivé le partage d'écran pour le... Non, je ne peux pas, moi. I guai di Zoom. I guai di Zoom. Zoom. No, non posso fare niente, come mai? Ma ce l'hai tu la mano? Ma com'è possibile? Io non... Je crois pas, hein. Je crois qu'il a perdu la main puisqu'il y a le partage qui a été désactivé. Donc tu dois oui, je pense que j'ai perdu la main parce que c'est plus moi qui peux partager, donc je ne peux pas partager. Ok. Et tu peux pas aller non plus dans la salle d'attente. Tu n'as pas la salle d'attente non plus. Attends, je vais voir si j'arrive a partager à nouveau les... Ah beh sì, vedi che sei ritornato? Ok, sì. sono tornato a essere io. Sì, ma ce l'hai già? Ho capito, ma come faccio? Non lo so, sei tu che sei Ho animatore. capito, ma sì, ma come faccio per rimandarla a te? Perché adesso tu vuoi fare entrare della gente, no? O devo farla entrare io la gente? Se tu li vedi, hai accesso alla sala d'attesa o no? No, io non ho accesso alla sala d'attesa. Se vuoi io posso... Aspetta, arrêtez-le... No. Attends, nommé animateur. Ok, adesso sei tu animateur. Ok. Ok? Scusate, intanto... Adesso sì, ecco qua. Ok. Così ho messo le persone. Ok. Va bene. Ok? Sì, va bene. Quindi adesso mi rimandi... Quindi adesso ti... Perché se adesso io cambio, adesso ditemi se vedete... Certo, vediamo quello che fai. Ok, vedete quello che faccio? Sì, sì. Perfetto, allora continuiamo così. Siamo ancora alla crocefissione che si può vedere a Santa Maria del Popolo. Nella stessa chiesa c'è un altro quadro che è stato ordinato a Caravaggio,
La conversione di San Paolo. Ah pardon, là je suis passé en mode italien. Pardon, la conversion de Saint Paul. Hein. Vous connaissez l'histoire, Saint Paul sur la rue de Damas a été foudroyé. Lui qui était un anti-chrétien de première, il devient aveugle, il est vraiment aveuglé et après il trouve la foi en Dieu. Et jusque-là, on avait toujours peint des messieurs qui tombaient à genoux avec un rayon de lumière. Et Caravage, qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Vous voyez le tableau? Voilà. Il saisit le moment où Saint Paul, Saul, tombe de cheval. Il est foudroyé par cette lumière et donc il est tombé par terre. Il a encore les bras en haut, les yeux fermés parce qu'il était aveuglé. À côté, on voit le vieux monsieur, donc c'est peut-être son assistant, qui lui n'est pas aveuglé, mais là aussi on voit les fesses, donc l'arrière du cheval. Donc c'est waouh, c'est assez bouleversant. Hein. C'est comme si on montrait quelque chose qui n'a jamais été montré jusque-là. Et le centre de ce tableau est cette lumière qui tape sur le ventre, sur la jambe du cheval, sur la cuisse du cheval et sur le ventre de ce monsieur qui est par terre. Non, c'est ça que je vous disais. Caravage est aimé par les professionnels, par ceux qui connaissent et reconnaissent son art, par les protecteurs, par les cardinaux, mais aussi par les gens, parce qu'ils voient des choses incroyables. Et en plus, ils voient des choses qui leur parlent. Hein. Ce monsieur-là, ça pourrait être moi, ça pourrait être un soldat que je connais. Donc, il n'y a pas cette distance entre le saint et la Vierge. Non, ce sont des gens du peuple parce qu'ils utilisaient des modèles qui étaient des gens pris euh, dans la rue. Donc, euh, c'est ça qui donne sa force. Mais à côté de ça, tout le monde le sait, Caravage avait quand même un sacré caractère. Donc, il se dispute tout le temps. On est à peu près vers les années 1596-97 jusqu'à 1600. Ce sont vraiment les années où il peint énormément. Il a beaucoup, beaucoup de succès, mais entremêlé par des soucis avec la justice. Il est arrêté plusieurs fois, il est blessé, il y a des épisodes très drôles, il était souvent ivre. Il y a un épisode très, très, très drôle, il renverse un plateau d'artichaut bouillant à la figure d'un serveur qui, bien sûr, il porte plainte, donc il est arrêté. Il fait un duel avec un autre un monsieur, il se blesse, il est arrêté. Donc c'est une star, c'est un peu comme aujourd'hui, je ne sais pas, un rock star avec une vie un peu rebelle, qui crée pas mal de soucis autour de lui. Et comme ça, donc les cardinaux, même le cardinal Del Monte, il dit, bon, je te protège toujours, mais tu ne peux plus habiter chez moi. Donc, il lui trouve une autre maison ailleurs. Parce que ça commence à devenir un peu un personnage assez dangereux, assez chaud. Voilà le troisième tableau pour la chapelle, Saint Matthieu et l'ange. Alors, si vous allez sur Internet, vous allez trouver aussi la première version de ce tableau, parce que celle-là, c'est la deuxième. La première a été refusée. Ça, c'est aussi une autre chose qui arrivera souvent à Caravage. On lui commande des tableaux, il les fait à sa guise, à sa manière, à sa tête, et après, on les refuse parce que on ne s'attendait pas du tout à ça. Dans le tableau qui a été refusé et qui n'existe plus parce qu'il a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, il se trouvait à Berlin et il était détruit, Saint Matthieu et l'ange sont presque enlacés. Ce n'est pas un vieux monsieur, c'est un monsieur un peu âgé avec une barbe, mais une barbe brune, pas blanche. Il n'est pas complètement chauve. Et ce jeune homme, il lui touche la hanche, il passe la main sur les épaules. Il y a quelque chose d'un peu érotique. Et donc l'Église a dit, ah ben non, on ne veut pas ça, on ne peut pas mettre ça à l'Église. Donc ils l'ont refusé et il a dû faire une deuxième version qui est celle-là, où voilà, on voit le vieux monsieur, l'ange est quand même à distance, accroché, je ne sais pas où, en train de voilà, voler un peu comme un gros papillon. Donc il n'y a pas du tout le côté sensuel qu'il y avait dans la première version. On peut la trouver sur Internet, mais la qualité n'est pas très très bonne, donc je ne l'ai pas mise dans le PowerPoint. Il commence à prendre des commandes aussi
pour des riches familles, Giustiniani et d'autres familles. Et voilà par exemple un tableau très connu, L'amore vittorioso. Hein, ça aussi, c'était un classique. Hein. Omnia vincit amor. L'amour gagne sur tout. Mais comment il le représente, là aussi? Un jeune homme avec son zizi bien en vue, là au milieu du tableau. Et ce jeune homme qui nous regarde avec un visage un peu, c'est pas vraiment un bambin complètement innocent, les cuisses bien ouvertes, et se draper, les ailes noires, pas blanches. Donc, waouh, il y a quelque chose d'étrange. Nous, peut-être on ne voit pas les choses que les gens voyaient à l'époque, mais les gens étaient très attentifs aux significations, à l'allégorie, à ce qu'il y a derrière, aux significations. Là, par exemple, il a cassé des instruments musicaux, il a cassé une sorte de compas, des choses comme ça. Donc, l'amour qui détruit tout, qui gagne sur tout. D'autres tableaux qui sont très importants dans la production, voilà, je vais vous montrer cet autre tableau, surtout parce qu'il y a cet ange. Voilà, c'est le repos pendant la fuite en Égypte. À nouveau, le tableau est divisé presque en deux parties. La partie droite, claire, où il y a la Vierge Marie, et une partie plus sombre, où il y a Giuseppe, hein, Joseph. Mais à nouveau, cet ange, avec des ailes noires, pas des ailes blanches ou dorées. Il est juste un peu enveloppé par un drap, mais qui est en train de tomber. Donc nous, spectateurs, on voit presque les fesses, donc ça veut dire que Joseph a droit au pénis. Vous voyez? C'est pas pour être morbide ou pervers, mais voilà, il faut penser à tout ça. Ce jeune homme est en train de montrer son zizi à un vieux monsieur. Il y a des choses comme ça dans toute sa peinture qu'on peut retrouver tout le temps. Et c'est important et intéressant de savoir que c'était quand même du tableau commandité pour des églises, par des religieux, donc qui étaient choqués de toute cette sensualité, mais en même temps, ils disaient oui, mais c'est tellement beau qu'on ne peut pas faire autrement. Autre grand genre de tableau inventé, pas vraiment, mais développé et porté au succès par Caravage, ce sont les tableaux de genre, c'est-à-dire des scènes. Hein, le repas, le jeu de cartes, et voilà. Et ça, c'est très très connu, c'est les tricheurs, i bari. Là aussi, le fond, c'est un fond qu'on connaît déjà, hein, un peu clair, un peu obscur. Les tissus sont très bien rendus, on voit les tissus déchirés, on voit le gant troué du voleur, du tricheur, on voit les cartes cachées dans la ceinture, le jeune homme à gauche, habillé en noir, le noble, un peu le dandon qui se fait voler, hein, le pigeon, et l'argent. Vraiment, il y a une attention pour le détail, mais là aussi, on voit l'immédiateté. On a saisi un instant précis. Donc, la vie est très réussie pour Caravage, tout va bien en ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, il se passe qu'il devient de plus en plus violent. Et en 1606, donc juste 4 ans avant de mourir, il lui reste que 4 ans, il tue quelqu'un. Il tue quelqu'un, un jeune homme, Ranuccio Tommasoni. On ne sait pas pourquoi, si à cause d'une dispute, à cause d'une femme, à cause d'une prostituée, pour une histoire d'argent. On ne sait pas exactement, il y a plusieurs théories, mais il est condamné à mort. Donc, il doit partir, il doit quitter Rome parce que on sort une loi qui fait que n'importe qui trouverait Caravage, il pourrait le tuer et avoir une récompense. Donc, il a vraiment peur. Et la condamnation à mort, la peine, ça serait la décapitation, la décollation. À partir de ce moment, dans les tableaux de Caravage, il y a une sorte de boulimie de décapitation. Il a peur. Il sait que c'est ce qui va lui passer. C'est ce qui va lui arriver si on l'arrête. Donc, il quitte Rome, toujours protégé par des cardinaux et toujours protégé par la marquise Colonna, Sforza du Nord. Il va dans une autre ville pas loin de Rome. Il se cache là et il continue de peindre. Et là, voilà, c'est la série des tableaux très, très violents. Judith et Holoferne. Vous le voyez? Oh, pardon. Vous voyez le tableau? Oui.
Laura, lo vedi? Parfait. Sì, Ok, sì, sì. ok, Si ok, vede parfait. benissimo, si vede benissimo, Très, très molto bien. importante. Ok, donc l'histoire biblique, hein, la jeune Judith accepte de coucher avec le géant, le méchant, le chef des ennemis, Holoferne, et elle le tue, et elle le décapite. Et donc, mais voyons cette scène qui est classique, on la retrouve dans plein de peintres, mais jamais avec cette violence. Là aussi, qu'est-ce qu'il fait Caravage? Tout est dans le noir, on ne sait pas où on est. On est dans la tente d'Holoferne, on est dans un palais, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui se passe. Cette femme dégoûtée qui s'éloigne de la tête qu'elle est en train de trancher. La vieille dame, moche, vraiment laide. Là aussi, Caravage met de la laideur dans ses tableaux. On voit des vrais visages, les gens peuvent se reconnaître, on voit des rides, on voit des taches, on voit des hommes sans cheveux, voilà. Donc la vieille femme qui est là, prête avec son tissu, son grembiule et son, comment on appelle grembiule, son tablier, Brida. voilà, sur le tablier, prêt pour ramasser la tête et la montrer au peuple. Ah, Judith a décapité Holoferne. Et ce qui est horrible, mais vous pouvez le voir en travaillant un peu sur les contrastes de couleurs, c'est le sang qui gicle. Et ce n'est pas un sang qui ruisselle, parce que Caravage savait très bien que si on coupe le sang d'une artère, le sang sort à une pression incroyable. Il gicle, il ne ruisselle pas comme quand on se coupe sur un doigt. Donc cette violence, le sang qui tache les draps, l'épaule de ce monsieur, les yeux étonnés, la bouche ouverte. Donc il y a vraiment un côté monstrueux qu'on voit encore mieux dans cette autre image qui est un... Ah, c'est bloqué à nouveau. Ah, je ne sais pas ce qui se passe de temps en temps. No, ma è internet, è veramente che... Ok, può essere vediamo se faccio un arrêt et ritorno. Ça va jusque-là, vous arrivez à suivre sans problème? Très bien. C'est bien. Ok, Parfait. ok, je fais repartage. L'animateur a désactivé le partage d'écran. Tu vois? C'est toi qui es redevenu animateur. Ma je te l'avais déjà redonné. Je vais te le redonner à Oui, nouveau. parce que Attends. l'animateur... Non, ok. Je ne sais pas si au bout d'un moment, ça c'est... Vediamo se rifaccio, eh? Tu vois? Non, je Attends. ne peux pas faire partage d'écran. Cerco di ridarti. Vediamo. Ah Ti no, do mi dice sì. ok. Attends. Ma quando vado su di te non mi dà niente. Ah, bene. E io non posso fare niente. Se... Coupé, redonner. Mannaggia. Non riesci? No, attends, suspendre, arrêter. Bah, perché non posso farlo? Aspetta. Adesso dovrei poterlo... Ah, sì, eccoti. Nome Dai, animazione. on est presque à la fin des Ci images. sei. Ok, génial. Dovresti farlo là. Sì, adesso posso. Appena tu mi ridai, si vede che ogni tanto lo prende da Ho solo. fatto. Ecco qua. Allora, il dettaglio, eccolo qua, il dettaglio del quadro di cui abbiamo parlato. Vedete? Si vede veramente la lama, gli schizzi di sangue, lui qui s'accroche au drap, les rides, les yeux bouleversés, c'est vraiment d'une violence incroyable. À ce tableau suivront d'autres tableaux, toujours sur le sujet de la décapitation. Je suis en train d'aller assez rapidement, hein, pas forcément dans la chronologie, mais ça vous permet à vous d'avoir un avant-goût et après d'aller chercher je l'ai dit, je ne suis pas un expert, je ne travaille pas au Louvre. Allora, ecco qua David e Goliath. David e Goliath è un soggetto qui reviendra très, très souvent vers la fin de la vie de Caravage. Un jeune homme qui tue Goliath, le géant. Alors, à cette époque, c'est sûr que c'est le visage de Caravage. Il a déjà été touché par la malaria, il a déjà été hospitalisé plusieurs fois pour des raisons, pour des blessures, pour des maladies. Il a 36 ans, mais bon, il boit, il fait une vie très, très irrégulière, donc il est pas mal abîmé. Il a déjà eu une blessure sur le visage
qu'il a presque défiguré pendant un duel. Et donc, on le reverra souvent. Il y a différentes versions de ce tableau, David et Goliath. David changera souvent de visage selon le moment, c'était le modèle ou l'amant, on ne sait pas, mais lui, Goliath est toujours le même, lui. Donc c'est vraiment des autres portraits. Et c'est fort de se montrer en décapité, alors que lui, voilà, il est condamné à être décapité. Si on le trouve, on le décapite. Rapidement, même la protection qu'on lui offre grâce à ses marquis et ses cardinaux à Palestrina, une ville pas loin de Rome, ne suffit pas. Donc il faut aller plus loin. Et il va à Naples, où encore des cardinaux et des nobles le protègent. Il va peindre, parce que chaque fois, on lui demande de faire des tableaux. Et voilà un tableau très impressionnant. C'est les 7 œuvres de la miséricorde. D'habitude, c'est un sujet assez fréquent, mais on fait un tableau pour chaque œuvre. Les 7 œuvres, c'est nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, habiller ceux qui sont nus, etc., etc. Et à Caravage, on ne sait pas pourquoi, on lui demande de mettre tout dans un seul tableau. Et donc, lui, il doit trouver une astuce et c'est génial parce qu'il met tout. Donc, il y a une dame qui donne le sein à un vieux monsieur, donc c'est nourrir les affamés, mais en même temps, c'est rendre visite aux prisonniers parce que le monsieur est en prison. Après, on voit quelque part, là par là, des pieds de quelqu'un qui porte, qui est emporté, donc c'est ensevelir les morts. Après, voilà, on peut vraiment le décortiquer mais ce qui est très important dans ce tableau, c'est que c'est le seul tableau où il y a une vraie source de lumière. C'est le seul tableau où Caravage a mis une torche. C'est pas comme la tour de la croix. Lui, c'est la seule fois où il y a une vraie source de lumière, cette bougie. À Naples, il fera aussi d'autres tableaux, mais je reviens un instant en arrière pour montrer le côté scandaleux qu'il avait atteint les dernières années à Rome avec ce tableau magnifique que vous pouvez voir au Louvre, La mort de la Vierge. On lui commande une dormition de la Vierge et lui, il fait la mort de la Vierge. C'est important parce que à l'époque, tous les tableaux s'appelaient dormition de la Vierge parce que la Vierge Marie ne meurt pas. Elle s'endort et pouf, elle est emportée par des angelots sur les nuages, etc. Non, lui, il dit la mort de la Vierge. Et en plus, comme il a toujours besoin de peindre sur des modèles, il utilise une femme qui probablement, soit elle est morte enceinte, soit elle est morte noyée. Parce que si on s'approche, on voit vraiment qu'elle a un ventre enflé, le visage commence à être un peu verdâtre, et surtout, et ça fait vraiment un scandale, en bas à gauche, je ne sais pas si on le voit bien là, mais sur le tableau, il y a une sorte de bassine en métal. Et les gens disent, mais qu'est-ce que c'est ça? La bassine en métal, c'est pour mettre de l'eau, du vinaigre, c'était pour nettoyer, pour laver le cadavre. Ah, mais c'est complètement obscène d'imaginer que la Vierge a commencé à pourrir, etc. Donc, le tableau a été refusé, et c'est Rubens, le peintre Rubens, qui l'a acheté, il l'a emporté avec lui, et après 1000 péripéties, il est atterri au Louvre. Mais il y a encore plein d'autres choses à voir. On voit vraiment la main complètement abandonnée, on voit les pieds d'un mort, d'une morte. Non, ce réalisme, cette violence de Caravage, lui ont provoqué beaucoup, 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 beaucoup de soucis. Mais revenons, donc il est à Naples. À Naples, il peint des tableaux, mais là aussi, bientôt, il doit partir. Il doit partir. Il ne lui reste que très peu de temps. Il a encore 3 à 4 ans à vivre et il a peur d'être arrêté parce que la condamnation à mort est toujours valable. Donc, il ne peut pas revenir à Rome et n'importe qui peut le tuer pour encaisser la récompense. Il part à Malte. L'île de Malte sera très importante pour lui parce qu'à Malte, il y a l'ordre des chevaliers de Malte, donc qui aiment beaucoup la peinture, qui aiment beaucoup les arts et qui sont en train d'embellir les églises de Malte. Donc il se dit, si j'arrive à faire quelque chose là-bas, peut-être je vais pouvoir revenir à Rome avec, voilà, on va oublier mes péchés. Et donc il commence à faire un portrait du grand maître, voilà, le grand maître Alof de Wignacourt,
c'est le grand maître, mais il fera aussi son tableau le plus grand, c'est énorme, c'est pour la cathédrale, et c'est la décollation de Saint Jean-Baptiste. Voilà, à nouveau une décapitation. Et c'est le tableau vraiment le plus grand. Vous voyez, à droite, il y a des témoins, derrière une fenêtre, Saint Jean-Baptiste par terre, avec son bourreau qui lui donne le coup de grâce avec un petit couteau, lui coupe la gorge. La dame qui est prête à recevoir la tête de Saint Jean-Baptiste. Et là, même chose, on va zoomer un peu sur un détail. Voilà, on voit le dos tendu, on voit l'effort, le visage de, de- de Saint Jean est écrasé au sol en train de mourir. Euh, Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il reste quelques mois, presque un an à Malte, mais là aussi, après avoir quelques succès, voilà, la nature de Caravage refait qu'il se passe quelque chose. Il est arrêté. On lui avait même donné le titre de chevalier, le premier niveau. On lui enlève en parlant de lui comme d'un membre putride et fétide. Donc, il a dû faire quelque chose de vraiment épouvantable. Il est arrêté. Malgré ça, il arrive à s'échapper de la prison de Sant'Angelo, on ne sait pas comment, et il repart. Il part pour la Sicile. En Sicile, il retrouve un de ses amis, Mario Minniti, un peintre dont je vous ai parlé au début, qui lui ressemble et qui était peut-être le modèle de ses premiers tableaux. En Sicile, il fera des tableaux, mais voilà, c'est des tableaux qui commencent à perdre un peu de puissance, un peu de force. Il se sent à la fin, il n'a qu'une envie de revenir à Rome, qu'on l'accepte. Parce qu'en plus, on dit que peut-être le pape est en train de réfléchir à la possibilité de effacer, de le gracier, d'effacer sa condamnation, parce que les cardinaux, les évêques, comme ça, le poussent à faire en sorte que cet homme merveilleux, cet artiste grand Dieu puisse revenir à, à Rome. Et qu'est-ce qui se passe alors? Caravage quitte la Sicile, refait retour à Naples, il reste encore quelque temps à Naples, mais là aussi, non seulement maintenant il est poursuivi par l'Inquisition, par les soldats du pape, mais aussi par les chevaliers de Malte, parce qu'il il a évadé, il a quitté la prison, on ne sait pas comment, donc il est vraiment pris entre deux feux. Il accepte de repartir sur un petit bateau de Naples vers Rome. On est en juillet 1610, hein, donc il a à peu près 39 ans. Et voilà, c'est la fin qui fait de lui un peu un parallèle avec Pasolini. C'est sur une plage pas loin de Rome, à Porto Ercole, que ce petit bateau s'échoue et lui meurt. Alors, même sur la mort de Caravage, dont on connaît exactement la date, 18 juillet 1610, on a écrit plein de choses parce qu'on a pensé qu'il était mort de malaria, qu'il s'était fait tuer par les Maltais ou par les soldats. Ce qui est incroyable, c'est que quelques jours après, le pape signe son acte de grâce. Mais Caravage ne pourra jamais le savoir parce qu'il est déjà mort. Donc, il meurt le 18 juillet 1610. Certains de ses tableaux ont été perdus pendant des années, on ne sait pas où ils sont partis, parce qu'il avait des rouleaux sur lui quand il a quitté Naples, mais ils ont été volés, certainement. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a été enterré dans la fosse commune de de Porto Ercole. Et voilà, fini. Un des peintres qui a bouleversé la peinture, parti comme ça. Et d'ailleurs, il ne faut pas être étonné parce que Oh là là. déjà de son vivant, c'est vrai qu'il était considéré une star pour certains, mais pour d'autres, c'était l'horreur. Il y a un peintre français, Nicolas Poussin, que vous connaissez probablement, de la même époque, il est né quelques années après Caravage, qui a dit « Caravage est venu au monde pour détruire la peinture ». Maintenant, allez voir un tableau de Poussin et vous avez envie de rigoler par rapport à la force de Caravage. C'est voilà. C'est sûr. Hein, d'accord. Donc, cet homme qui a brûlé vraiment sa vie comme une chandelle debout, non? Il y a une expression comme ça que j'aime beaucoup, mais vraiment, il a brûlé toute son existence. Et
voilà, ça y est, j'y suis presque dans les temps qu'on s'était donné. Donc, j'ai vraiment galopé, couru comme un fou pour vous donner le maximum d'images. Je vais juste voir si j'ai oublié un ou deux tableaux importants. Voilà, ça c'est un peu emblématique. À nouveau, une tête décapitée, c'est Méduse, hein, bien sûr, sur un cercle, sur un bouclier. Et ce visage euh, effrayé, épouvanté, horrible. Donc, on va se quitter sur ce visage euh, nourri de peur, d'horreur, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans la peinture de Caravage. Donc, cette force, cette impression de puissance fulgurante et aussi l'immédiateté. Ça, j'y tiens vraiment parce que c'est vraiment un des mots les plus importants pour Caravage. Là aussi, c'est pas une tête qui est là, qui reste sur un plateau depuis. Non, on vient de la couper. Il y a le sang qui gicle. Les serpents sont encore vivants. Et c'est ça. Quand on dit que Caravage est le père de la peinture moderne, certains disent aussi le père de la photographie, parce que ces tableaux, ce sont des photographies, c'est des clichés. Paf, c'est à cet instant précis qui se passe. Voilà, je n'ai pas dit plein de choses, j'ai peut-être dit des bêtises aussi, parce que j'étais un peu rapide, mais j'espère vous avoir donné le goût de découvrir et redécouvrir ce peintre qui a été C'est vraiment… super. Voilà, ok, C'est vraiment super. bah, C'est génial, très merci. intéressant Voilà, tout. alors là, on peut ouvrir, vous pouvez parler. J'arrête le partage d'écran, comme ça on est tous, voilà, on redevient démocratiquement tous avec le droit. Merci, Ok, merci, ok. merci, merci à Vraiment, vous. vraiment très, très, très bien. Euh, Grazie, 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 grazie. Très bien. Et j'étais parti pour la faire en italien, donc j'ai eu des sueurs froides 10 minutes avant. Je dis, ah, je ne vais pas retrouver les mots en français. Et finalement, Bravo, bravo. ça a été. allora, Grazie. io conoscevo un po' Caravaggio, ma me lo hai fatto veramente amare, nel senso che ho Oh, veramente voglia di andare ai musei, Oui, buttarmi sulle opere e guardarle bene. ok. ah, Posso io. Sì, vai. Chi parla? Sono Angelina. Ah, ok, Angelina. buongiorno. Ciao Cesare. Naturellement, c'est une vulgarisation hors pair. C'est vraiment fabuleux de voir avec quelle passion tu restitues la vie de Caravage. Mais quand tu es arrivé, tu nous as dit que tu avais fait un spectacle sur Caravage. Alors, Ah oui. comment as-tu fait pour choisir dans toutes les choses passionnantes qu'il y a dans la vie de Caravage, quels ont été tes choix et pourquoi as-tu décidé de monter la vie de Caravage plutôt que celle de Pasolini, par exemple, ou plutôt celle du peintre Poussin, que tu as l'air de connaître aussi bien. D'accord, Voilà. ok, ok. Allora, en italien ou en français? Non, mais plutôt en français, parce que je crois qu'il y a Ok, plus en de français, gens ok, qui… en français, en français. Alors, oui, j'ai fait un spectacle, après je vais me faire un peu de publicité. J'ai fait un spectacle en 2010 sur Caravage. J'avais commencé à travailler sur lui en 2008-2009 parce que je cherchais un personnage italien et connu par les Français et dont j'avais envie de me lancer, d'incarner, que j'avais envie d'incarner. J'ai lu pas mal de textes, mais il parlait souvent de la peinture, de sa technique. Et après, je suis tombé presque par hasard sur la biographie écrite par Dominique Fernandez. Hein, Dominique Fernandez est un grand auteur et qui adore l'Italie, qui adore, voilà, professeur d'italien à Strasbourg, qui adore l'Italie, qui adore Naples, qui adore le baroque, etc. Donc, qui a écrit un livre qui s'appelle Dans la main de l'ange et qui est sur la mort de Pasolini, bien sûr. Oui, exactement. Et donc, je lui ai écrit, est-ce que j'ai dit, en demandant est-ce que je peux avoir les droits, est-ce que je peux adapter ce roman, parce que c'est un roman de 860 pages, c'est assez important, très riche de personnages, hein. Mais j'y ai trouvé quelque chose de très beau, c'est-à-dire que c'était vraiment Caravage qui parlait. Et ça m'a plu parce que c'était, bon, je l'ai joué pendant plusieurs années, et donc le début, c'est lui qui dit « Mon corps, on ne l'a jamais retrouvé ». Et je trouvais ça très beau. Cette âme, cet esprit, ce fantôme qui revient pour raconter
Et donc, j'ai commencé à faire des versions, je lui proposais, je lui soumettais, et Fernandez était toujours très, très classe. Ah, mais non, tu peux couper davantage, vas-y, coupe. Hein. Et voilà, donc c'est comme ça qu'est né ce spectacle. Caravage, c'est un personnage que, en tant que Lombard, c'est très présent. On a vraiment l'image de la Méduse sur les agendas pour l'école, sur les cartables. Voilà, c'est quelqu'un ce sont des images très, très présentes et d'actualité. Et plus je le connaissais, et plus me plaisait. Et le peintre et le personnage, un peu rebelle, un peu je m'en fous de tout, un peu voilà, rebelle. C'est toujours, je trouve que c'est toujours plus agréable de jouer des rôles un peu méchants que voilà. Je pense pas que j'aurais fait un spectacle sur Nicolas Poussin, voilà. Le pauvre, hein, j'aimerais bien peindre comme lui, mais non, ça m'intéresse pas. Et petite, ah oui, il y a une anecdote que j'aime beaucoup raconter. C'est toujours difficile de monter un spectacle. Quand j'ai trouvé un metteur en scène qui a accepté de me mettre en scène, etc., on a commencé à faire des petites soirées pour chercher un producteur pour pouvoir aller peut-être en Avignon, etc. Donc, on a fait des soirées. On a trouvé une productrice qui, bien qu'elle n'avait vu que quelques extraits, a dit « Ah oui, j'aime bien l'ambiance et tout ça. On va faire quelque chose. » Donc, on est allé en Avignon. Et juste avant de partir, elle m'appelle, très contente. « Ah, tu sais, j'ai trouvé un théâtre, c'est génial. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas commencer le 10 juillet, comme le festival, parce que les théâtres sont déjà pris. On avait commencé un peu tard. Mais on a un très beau théâtre, mais qu'à partir du 18. » Et moi, je dis « Waouh, mais c'est génial. C'est le jour de la mort de Caravage. » Donc, on a commencé le 18 juillet 1610. Donc, exactement 4 siècles après sa mort. 2010. Non, en 2010, bien sûr. Donc, pour les 4 siècles de la mort de Caravage. Juste. Et seulement le spectacle qui m'a marqué le plus, en plus j'ai eu la chance de le jouer pendant plusieurs années, on l'a joué en français, en italien, partout en France, à Rome, à Milan, en Suisse, à 6 reprises au Lucernaire pendant 2 mois chaque fois. On est allé au Théâtre des Mathurins pendant 3 mois à Paris. On est allé en tournée partout en France. Après, c'est vrai qu'on a dépassé les 550 représentations, donc je suis très content de le jouer à nouveau. Mais après, il y a toujours d'autres histoires. Voilà, la productrice a fait Et des on peut les histoires. trouver encore Mais facilement, voilà, non? on peut trouver, on peut trouver la vidéo. Oui, la captation, ça, on peut la trouver. Et on peut trouver le texte que j'ai écrit en italien, en français. Io Caravaggio, au moi Caravage. Si vous allez sur Internet, vous le trouvez. Oui, on le trouve. Si vous achetez des exemplaires, ce n'est pas tellement pour moi, j'aurai 25 centimes de droits d'auteur, mais c'est surtout pour la maison d'édition qu'en ce moment, voilà, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, ça permet voilà, de mettre un peu de beurre dans les épinards, comme vous dites, vous les Français. Juste pour rajouter quelque chose, je crois qu'il y a un autre spectacle Made in Italy. Ah oui. Sur le, voilà. Et il y avait aussi un autre spectacle. Pourriez-vous nous parler alors du futur? D'accord, ok. Bon, je pensais que. On est présente. Okay. Oui, génial. Je pensais qu'on allait parler encore un peu de Caravage, mais on peut revenir à Caravage. Mais voilà, je veux bien parler de moi aussi. On peut parler de toi aussi. Hein. Okay. Alors, j'ai fait ce spectacle sur Caravage qui a commencé en 2010 et qui a duré jusqu'en 2019. J'ai terminé à Rome en 2019. Donc, j'étais très content à Rome, dans un magnifique théâtre. Et entre-temps, en 2015-16, j'ai créé un autre spectacle sur Galilée, un autre personnage fascinant, mais complètement différent, mais très, très beau. Et ce qui est fou, c'est que, par exemple, même pour Galilée, le cardinal Del Monte, donc le cardinal qui a aidé Caravage, a eu un rôle important, parce qu'il l'a aidé à obtenir des chaires à l'université, à droite à gauche. Donc, ce cardinal Del Monte était vraiment un sacré bonhomme qui savait voir le talent là où il était. Et je l'ai joué au Lucernaire à 2 reprises aussi, chaque fois 2 mois. J'ai fait une petite tournée en Italie et en France avec Galilée. Et après, oui, j'avais pas envie de faire, dans mon idée, c'était pas une trilogie, donc les gens me posaient la question, mais après Caravage et après Galilée, qu'est-ce que vous allez faire? Giordano Bruno? Est-ce que vous allez faire Dante?
c'est vrai que Dante, ça me Quel botte. nom? Ouais, Ah, mais bon, je pourrais faire un spectacle sur Dalida aussi, elle était italienne, donc pourquoi pas. Non, mais non, sans blague. J'ai fait un spectacle plutôt sur moi et sur le fait d'émigrer de nos jours. Donc, ce n'est pas un spectacle sur l'émigration avec tout ce qu'il y a de triste, de compliqué. C'est une série de questionnements d'un comédien qui dit pourquoi je quitte mon pays, pourquoi je quitte ma langue pour venir dans un autre pays, pour recommencer, voilà, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je suis. Et c'est un spectacle qui a eu quelques dates. Malheureusement, on aurait dû le lancer vraiment à nouveau au Lucernaire, qui est un peu mon lieu à Paris, juste au moment du premier confinement. Mais après, ça ne s'est pas fait. Et là, la situation est telle qu'on ne sait pas ce qui va se passer parce que même si les théâtres vont ouvrir bientôt, comme j'espère, c'est pas comme si on ouvre une pizzeria, il suffit d'acheter la mozzarella, le tomate. Non, là, il y a des spectacles qui attendent depuis des années. Il faut répéter. Donc, c'est très, très compliqué. Je n'arrive même pas à imaginer comment on pourra retrouver une certaine normalité. Mais en tout cas, oui, ce Made in Italy, je l'ai joué en français et en italien. Et c'est vrai que j'ai eu des échos très, très positifs parce que des gens d'autres pays me disaient « Ah, mais ça parle de moi, je suis allemand d'origine. Ah, ça parle de moi, je suis belge ou suédoise. » Parce que je parle vraiment du fait d'être ailleurs. Qu'est-ce que c'est la patrie? Est-ce que c'est l'Italie? Il y a des différences. Ouais. Oui, les différences. Et aussi, qu'est-ce qui fait de moi un Italien? Donc, j'essaie de jouer aussi sur les clichés. J'ai dit, si être italien, c'est aimer le foot, aimer le café, ben c'est foutu parce que moi, j'aime pas ni le foot ni le café. le café, c'est dommage. Râler des deux côtés, râler dans le sens que je n'aime pas ça. Je suis français aussi, hein, depuis quelques années. Ah oui, j'ai voulu prendre. Ah oui, parce que je veux voter aux prochaines élections. Je veux voter. Ça, c'est mon handicap aussi. Donc, non, je veux voter, mais je suis italien et je serai forcément toujours plus italien que français parce que mon enfance, mon éducation a été en Italie, donc c'est normal. Mais je dis toujours, pourquoi dire je suis fier d'être italien? J'ai rien fait pour être italien. Ma mère aurait pu accoucher en Kenya et je serais africain. Donc, si je veux être fier d'être italien, c'est pour des raisons. Donc, il faut que je sois, moi, le premier à faire des choses. Et je rappelle toujours dans mon spectacle que Caravage et Berlusconi sont nés le même jour, le 29 septembre. Donc, voilà, c'est à nous de choisir d'aller vers Caravage ou vers Berlusconi. On a toujours le choix. Et donc, moi, j'ai la chance de pouvoir prendre ce que j'aime chez les Italiens et ce que j'aime chez les Français. Parce qu'après, il y a des choses que je déteste chez les Français, mais je le dis parce que je suis Français moi aussi, donc j'ai le droit de le dire. Ouais. Et si on arrivait vraiment, je dis toujours, si on arrivait à faire un cocktail, on dit l'Europe, mais si on arrivait ne serait-ce qu'à mettre ensemble le meilleur de nous tous, ça serait génial. Tu vois, le côté un peu plus organisé des Français, on laisse tomber le côté râleur, on prend le côté un peu créatif des Italiens, on laisse tomber le côté bordélique. Voilà. Nel mio piccolo. Moi, j'essaie de dire, et je le dis toujours, et ça agace les gens autour de moi, je dis, si déjà chacun de nous pouvait traîner que les côtés positifs de nos parents, ça serait déjà génial. C'est-à-dire que mon fils sera encore mieux que moi et son fils à lui sera mieux que moi. Et finalement, non, on traîne des casseroles parce qu'on fait comme maman, comme mon grand-père. Et ça, je trouve ça horrible. Donc oui, j'avais ce projet de Made in Italy que je jouais en Avignon cet hiver, mais pas au festival. Hein. C'était un mini-festival italien, franco-italien, organisé par l'Institut culturel italien. Du Chien qui fume, qui est un très beau théâtre en Avignon, un des rares qui reste ouvert, qui a une saison en hiver aussi. Et voilà, dans le premier confinement, pour ne pas devenir fou, j'ai publié ça dont Laura parlait tout à l'heure. Ce sont des nouvelles. Écharpe. Très étonnant. Cesare, dici perché? Pourquoi tu as écrit ça?
Qu'est-ce que tu as Pourquoi, pensé de ça? pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je pense que souvent, toute expression vient d'un besoin. Et je ne sais pas si tu avais Ah, besoin de dire quelque chose. j'explique toujours que ce ne sont pas des nouvelles que j'ai écrites pendant le confinement, ce sont des nouvelles que j'ai recueillies pendant le confinement. Donc, je les écris au fur et à mesure. Il y en a certaines que j'ai écrites en italien quand j'étais encore en Italie, d'autres que j'ai écrites directement en français. Et pendant le premier confinement, que de mon côté, moi, j'ai vécu très, très bien le premier. Bien que j'ai eu des gens, j'ai perdu des gens, je ne pouvais pas aller en Italie alors qu'il y avait des gens qui mouraient autour de moi, c'était dur ça. Mais le fait de, waouh, arrêtons un peu le manège. Pendant un moment, ça va trop vite, ok. Et en plus, on pensait tous que on s'arrête pendant un mois et après, on règle la situation. Et donc, j'en ai vraiment profité. J'ai fait du jardinage, j'ai écrit, j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants, j'ai fait des choses comme ça. Et donc, j'ai recueilli ces nouvelles parce que l'éditeur que je connaissais, c'est l'Harmattan. Et l'Harmattan, c'est aussi le propriétaire du Lucernaire. Donc, Oui. on était désespérés parce qu'on ne pouvait pas faire le spectacle Made in Italy. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, moi, je ne sais pas. Moi, je suis en train de relire des nouvelles. Ah, mais tu écris des nouvelles? Bah oui, j'écris des nouvelles. Bah alors, et donc, j'ai montré, ils m'ont dit, ah, mais on pourrait en faire quelque chose. Et c'est vrai que comme c'est presque des monologues, c'est plein de personnages qui racontent des histoires, on pourrait un jour, je pourrais un jour les porter sur scène, les mettre en scène, parce que voilà, c'est une bonne femme qui parle, c'est un gamin, c'est un vieux, c'est moi. Donc, ça pourrait être vraiment un festival de personnages différents. Et donc, ça m'a donné beaucoup de plaisir. Donc, je l'ai fait en italien, en français. Ça marche plutôt bien. C'est un petit livre. Hein, donc, si vous avez envie de me connaître un peu plus, allez-y. De vous recevoir. Ah oui, d'accord. Je vois. Grazie Cesare, molto interessante. Merci. Je suis en train de lire, sto leggendo i vari messaggi che ci sono in converse. Dimmi tu, Laura, cosa dobbiamo dire, cosa dobbiamo... No, non c'è nessun ordine. C'è qualcuno Io che lascio la parola alle persone che vogliono Esatto, intervenire. se qualcuno ha voglia di chiedermi qualcosa può fare così. Cesare, buongiorno. Pergolizzi. Sì, sono Massimo, grazie per la conferenza. Grazie a Merci pour la voi. conférence. Ah oui, merci. Je voudrais avoir des nouvelles de promenade en Italie. J'ai entendu parler de cette pièce franco-italienne. Oui, exactement. Alors, disons que Promenade en Italie, ça a été une première étape vers Made in Italy. C'était vraiment une commission. On m'a dit, il faudrait un spectacle. Et donc là, j'étais avec deux musiciens et je chantais des chansons italiennes, je lisais des textes italiens et je racontais un peu, en partie, mon histoire. Donc, c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de dire, mais pourquoi je ne parle pas davantage de moi et je ne lis pas des extraits de Dante ou des poèmes. Je chantais aussi Bella Ciao, des choses comme ça. C'était vraiment une promenade. Et j'ai eu quelques dates dans des festivals franco-italiens, des mairies qui m'ont appelé. C'était drôle, c'était bien. En plus, j'aime beaucoup la musique. Est-ce qu'il y a une chance de le revoir, ce spectacle? C'est pas compliqué à faire. Donc, il suffit juste qu'il y a une association, un organisme qui dise on aimerait bien acheter une date. C'est pas cher. Donc, on pourrait le faire. On est peut-être preneur. Hein. Ben voilà, on peut en parler dès qu'on pourra. Mais là, c'est surtout ce spectacle, il faut que ça soit live. Que les gens puissent partager, parce que je ne me vois pas du tout avec deux musiciens dans ma chambre à jouer de la guitare ou à chanter. Non, mais c'est bon à savoir parce que justement, c'est ce qu'on recherche. Des fois, ça peut donner envie de... Ben, volontiers. Vous êtes italien. Découvrir un artiste comme vous qui a une palette de différentes... Pardon, j'ai oublié. Avant de laisser la parole à Angeline, hein, j'avais encore une chose. Toujours pendant le premier confinement, parce que qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas parler, je ne peux pas raconter, je deviens fou. Et alors, j'avais créé des groupes WhatsApp et tous les soirs, je racontais une histoire italienne. Sauf qu'à la fin, ce groupe était devenu trop important, j'en ai créé 3.
Et là, maintenant, j'ai créé sur Spotify, il y a des Ouais. podcasts, vous pouvez les trouver. Ça s'appelle Cesare Racconta, c'est gratuit. Et là, à partir de la semaine prochaine, pas celle-là, celle-là, j'ajouterai chaque semaine 2 ou 3 nouvelles histoires. Donc, il y a vraiment les contes les plus connus du. Oui, pardon, Angeline. Volevo solo dire Schegge, qui est un recueil de nouvelles qui est paru en italien, il y a exactement l'équivalent en français. Pour les gens qui ne lisent pas l'italien, il y a en français, tu as publié Écharde, qui sont un recueil de nouvelles très facile à lire, de toutes sortes, de toutes les inspirations que moi j'ai trouvé absolument fabuleux, parce que moi j'ai pas le temps de lire des romans, mais je lis les nouvelles facilement et la poésie. C'est facile à lire et c'est très bien écrit et c'est le pendant exact de Schegge, c'est-à-dire ça s'appelle Écharde. Alors je voulais le dire simplement parce que moi ça m'a été. Ah, mais merci beaucoup Angeline. Et c'est vrai que je les écris dans les 2 langues parce que voilà, il y a 2 versions différentes, 2 éditions différentes, mais c'est la même maison d'édition et dans les 2 langues. Donc Écharde et Schegge. Merci. En tout cas, Cesare, en attendant que quelqu'un veuille prendre la parole, je voulais vraiment te dire que j'ai beaucoup apprécié ta présentation. Merci. Et c'est vrai que nous, on est une association qui fait beaucoup de choses, parce que la culture italienne nous est à cœur. Et donc, pourquoi pas, dans un futur plus ou moins proche, ça ne dépend pas de nous, on aimerait bien peut-être que tu viennes faire un petit spectacle en collaboration peut-être avec les services de la mairie de Bussy qui peut nous épauler nos projets. Oui, bah, formidable. Pas de souci. Faire quelque chose. Je pense qu'on peut faire encore des choses ensemble. Avec plaisir. Je suis très content. En ce moment, je suis en train de, comme tout le monde, de faire des choses surtout via Zoom. Je vous rappelle que c'est l'année dantesque, parce que c'est le 7e anniversaire, 700e anniversaire de la mort de Dante Alighieri. Donc, j'ai fait pas mal de choses sur lui, des conférences, des lectures, mais toujours avec le même esprit, avec une grande simplicité et j'espère avec beaucoup de passion pour faire en sorte que les gens, même les Français qui ne connaissent pas Dante, n'aient pas cette peur de « Oh, mais Dante, je comprends ». Mais non, on peut le comprendre parfois beaucoup mieux d'autres écrivains qui ont écrit beaucoup plus tard. Donc, approchez-vous de Dante, c'est magnifique. Voilà. Quand on s'y approche comme ça, des fois en partageant la beauté de la culture italienne avec les passionnés, nous-mêmes on la découvre autrement. Ah oui, moi je dis toujours. C'est vrai que j'aime pas Dante comme je l'aimais au lycée, parce qu'au lycée je l'aimais pas trop. Alors que là je le redécouvre et c'est magnifique. Moi j'ai eu la chance d'avoir une prof qui m'a fait aimer Dante. Moi j'étais amoureux de la prof, donc c'était facile. C'est vrai que maintenant, depuis que je suis en France, même et j'en parle dans mon spectacle, je suis beaucoup plus attentionné à la langue, à sa richesse, de la même façon que j'adore le français, parce que je l'ai étudié, je l'ai travaillé, j'essaie de le parfaire de plus en plus. C'est vraiment quelque chose qui… Et pourtant, je l'ai appris à l'école, personne dans ma famille parle français, je n'ai pas d'origine française, etc. Donc, j'essaie vraiment de… Vous pouvez revoir cette vidéo parce qu'elle est enregistrée. Il y aura un peu de coupure pour la rendre un peu plus courte. Oui, et vous pouvez la voir sur notre site des Amici d'Italia, comme celle d'Alberto le mois dernier. Celle-ci aussi elle sera disponible sur amiciditalia.fr et aussi peut-être sur YouTube parce que Cesare, tu pourras la récupérer aussi. Pour, oui. Et après, je vais la partager. Dopo potrò condividerla sul mio Facebook. Ok, sì. Okay. D'accord. Bon, grazie a voi. Grazie a te. Ciao. Interessantissimo, grazie mille. Ciao, buona domenica. Ciao Cesare. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Allora, a tutti gli altri, ringrazio tutti gli altri della partecipazione. Je vous remercie beaucoup de votre participation, d'être là.
J'espère que vous serez là la prochaine fois parce que la prochaine fois, ça sera Angelina. Angelina, tu veux faire une petite introduction? Oui, Angeline. No? Dai, hai il microfono spento, apri il microfono. Ecco. On Voilà. n'attend Pour pas. l'instant, il n'y a pas encore d'introduction à faire. Dante est tellement énorme, comme disait Cesare, excusez-moi, je suis un peu... Bon, je vais faire une présentation, je n'ai pas de présentation à faire parce que de toute façon, Dante est tellement énorme. Il va falloir que je fasse le magnifique travail que vient de faire Cesare, c'est-à-dire de compacter, de choisir, etc. Et c'est dont les associations d'Italo-Français ont bien besoin, parce que souvent, il y a des gens qui n'ont jamais approché la littérature italienne alors qu'ils sont d'origine italienne et qu'ils aiment beaucoup l'Italie et qu'ils aspirent justement à approcher à cette culture italienne. Donc, moi, c'est dans cet esprit-là que j'ai accepté de faire cette introduction à Dante, disons, et on verra, les dates ne sont pas encore fixées. Lorsque les dates seront fixées, nous allons faire avec Laura ce que j'ai fait en quelque sorte pour Caravaggio, c'est-à-dire qu'on va mettre quelques vidéos de préparation en ligne et ça permettra d'aborder Dante de manière un petit peu plus connue qu'après. Voilà, c'est tout. Bah, juste pour vous introduire, la prochaine séance, ça sera sûrement le 2e samedi de mai. Parce qu'on va essayer d'être régulier de façon que tout le monde se rappelle le 2e samedi du mois, on a la conférence des Amici d'Italia. D'accord. Bravi, complimenti. Grazie. Grazie, Grazie, Cesare. Ciao, ciao.